Suite du cartographe des Indes boréales, chapitre 35, intitulé Saqqara. Isco suivait Davette à travers les étalages de peaux de renne entassés à même la neige. En cet hiver 1641, c'était la première fois que le marché se tenait à Argeplog. Le guide Lapon n'avait pas l'air à l'aise, mais Isco avait insisté pour qu'ils y viennent ensemble. Regarde-les, dit Davette en faisant signe à Isco de s'arrêter. Ils paradent, ils se croient chez eux. Il montrait un groupe d'hommes à l'autre extrémité de la place aménagée devant l'église, le long du lac Ornavan. Parmi eux, celui qui semblait le chef était engoncé dans un somptueux manteau en peau de renne blanc, un habit d'apparat. Il portait une toque en peau de phoque et de renard, et donnait visiblement des ordres à ceux qui l'entouraient, en passant d'un tas de peaux au suivant. C'est bien l'envoyé du commissaire, remarqua Isco. Il vient nous pomper le sang. Il nous oblige à venir vendre nos peaux sur le marché pour prélever les taxes. Et si on vend nos peaux ailleurs, c'est l'amende, ou la prison, ou je ne sais quoi. Isco le savait bien. Il se garda de préciser à David qu'il avait contribué à la mise en place du système, pas directement, mais par ses cartes. Après plusieurs années à établir les relevés cartographiques des côtes suédoises pour le compte de Buréus, Isco revenait enfin dans l'intérieur du Grand Nord. Plus que jamais, le contrôle des populations était à l'ordre du jour. Les marchands servaient généreusement de l'eau-de-vie aux Lapons, et pendant qu'ils buvaient, les Suédois négociaient les peaux au meilleur prix, contre du tabac, des draps, des céréales, du sel, et tous ces ingrédients dont les Lapons ne pouvaient se passer pour survivre dans les montagnes. David n'aimait pas être ici, et cela se voyait. Tu sais que ça peut être une occasion unique de recueillir des informations sur Darja, lui dit Isco. Au cours de ces années, il n'avait pas pu se libérer de l'image de la passagère du Vasa, ni de celle de son mari. Isco n'avait jamais pu trouver d'objet lui ayant appartenu. Il avait voulu retrouver le chaman, mais celui-ci avait disparu. Avec le temps, l'urgence s'était estompée, d'autant que le bubon n'avait pas explosé. Peut-être le sortilège n'avait-il jamais existé. Il regrettait d'autant plus d'avoir fui cette femme. Isco luttait maintenant pour se réchauffer. Jamais il n'aurait cru une telle souffrance possible. Jusqu'ici, il avait pensé que les hommes seuls avaient le privilège de s'infliger des peines les uns aux autres, parfois pour le bien du plus grand nombre, parfois pour sauver les âmes perdues de quelques malheureux. Mais rien de tel ici. La souffrance s'appelait froid, morsure. S'il avait cru que les paysages de Laponie étaient infinis, il se trompait. S'il y avait quelque chose d'infini dans ce pays où Dieu s'excluait, c'était l'intensité de la douleur et du désespoir que le froid assénait aux orgueilleux. Ils butèrent sur une forme agitée qui sortait en coup de vent du temple, Laurentius Gothus. Même par ce froid, son odeur le trahissait. Isco savait que le pasteur de Pythéa avait été nommé ici, à son grand désespoir. L'église venait d'être construite aux frais de la couronne. Ce qui n'avait été qu'une pauvre chapelle et un relais de rennes sur la route de la mine de Nassau-Schal devenait un lieu de première importance. Le pasteur ne parut pas surpris de voir Isco. Au cours des années passées, ils s'étaient rencontrés une ou deux fois. J'ai réclamé à mon évêque d'Uppsala la garantie que je ne tomberais pas malade en Laponie. Hélas, il ne m'a pas encore répondu, et j'ai dû venir sur l'insistance du commissaire. L'idée d'être abandonné ici l'effrayait. La fréquentation du temple était en principe obligatoire, l'enseignement chrétien reposait sur ses épaules. Enseigner le Christ ici, à des ignares qui ne pensent qu'à boire, c'est une épreuve du Seigneur pour tester ma foi. Isco laissa Laurentius à ses gémissements. David le tirait par la manche.
L'envoyé du commissaire approchait dans leur direction. David fit un niveau détour et conduisit Isco jusqu'à un groupe de tantes laponnes installées là pour la semaine. « Attends-moi ici. » Isco regarda autour de lui. Il faisait sombre, froid. La tension qui découlait de la présence des hommes du roi et des marchands obligeait à la prudence. L'alcool consommé en grande quantité causait des ravages. On avait retrouvé 2 hommes morts de froid ces derniers jours. Ils s'étaient endormis ivres. Leurs corps avaient été laissés le long du mur extérieur du temple. Ils resteraient là jusqu'au printemps. Un marchand avait été arrêté pour calmer les esprits, mais il était reparti sans demander son reste, avec son tas de fourrure. Isco sentait le froid sec pénétrer par les manches et le cou. Il voulait sauter, se frapper les mains, mais il n'osait pas faire de bruit pour ne pas attirer l'attention. David revint après de longues minutes. « Suis-moi. » Il l'attira vers une tente. Il reconnut sans hésiter l'homme dont les joues et le front étaient marqués de profonds sillons. Le Noaïdi, qu'il avait laissé 5 ans plus tôt dans un état indéfini. Isco le salua. David traduisait. Le Noaïdi avait l'air dans son état normal, à jeun en outre. Il se souvenait très bien d'Isco. « Pourquoi tu n'es pas revenu me voir ? » « Je n'ai pas trouvé d'objet ayant appartenu à l'homme qui a été tué. » Le Noaïdi hocha la tête. « Alors je ne peux pas t'aider. Les années n'y font rien. » Isco regarda l'homme. Il ne sentait plus la même crainte que la première fois. « Est-ce vrai que vous pouvez jeter des sorts ?» Le Noaïdi regarda David avec l'air de lui reprocher de lui avoir amené un visiteur capable de poser de telles questions. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« S'il vous plaît, je vous donnerai de l'eau de vie. »« Amen, l'eau de vie. » Isco se leva à contre-cœur. Il ira dans le marché, trouva un Suédois connu de Pithéa. Il lui acheta de l'eau de vie conditionnée en bonbonnes posée sur un traîneau. Le Suédois, qui se réchauffait devant un brasero, lui fit un clin d'œil. « Alors, ça marche les affaires ?»« Je ne fais pas d'affaires, » répliqua Isco. « Tu es bien le seul, » ricana le Suédois. « Et tu es bien bête. Ces lapons sont prêts à vendre leur mère pour une bouteille de n'importe quel liquide tant qu'il leur enflamme l'esprit. » Isco repartit avec son alcool, croisant des lapons et des Suédois titubants. Il aperçut le pasteur Gotus, des éclats de givre dans les cils et les sourcils et le nez rougi par le froid, qui, en attendant de dire la messe, vidait lui aussi des pichets d'eau de vie autour d'un brasier. Il trinquait avec 2 Suédois qui venaient de conclure un achat d'une 30aine de pots. Il s'approchait de lui, quand il vit un jeune garçon en haillons en train d'arrimer les ballots de peau sur un des traîneaux des marchands suédois. Le petit lapon était certes concentré sur sa tâche, mais il paraissait ailleurs. Pas rêveur, mais Isco eut le sentiment qu'il menait au même moment une vie loin d'ici, hors de son corps, une vie plus intense encore. Isco ne s'y trompa pas. Ce regard gris, intense, était celui du jeune garçon né le jour du naufrage du Vasa, le fils de Darja, son fils selon Carmelo. Isco se posta en bordure du marché. Il chercha sa mère du regard, ne la trouva pas, attendit que le garçon finisse son travail. Il le suivit jusqu'à un groupe de tentes. Il marchait d'un pas décidé, souple, léger. Il poussa l'ouverture d'une tente et y entra en se courbant légèrement. Isco se força à ne pas réfléchir et poussa à son tour la toile. Darja se tenait agenouillée face au chaudron. Elle tourna la tête en l'apercevant. Sans le quitter du regard, elle continua de couper un morceau de fromage qu'elle donna à son fils. Celui-ci s'en empara et mordit dedans. Isco était seul, sans David pour lui servir d'interprète. Le dialecte d'ici était différent de celui qu'il maîtrisait mieux. Passé quelques mots de lapon pour saluer et se présenter, il resta muet.
Il n'osait pas ressortir pour chercher la bête, de crainte que la femme disparaisse de nouveau et qu'il lui faille encore des années avant de la retrouver. Il s'assit à côté d'elle, cachant sa bouteille d'eau-de-vie derrière lui, et attendit. Pourquoi était-elle importante? Il n'aurait su l'expliquer. Le garçon ne le quittait pas des yeux. Isco n'était pas habitué. Depuis des années qu'il parcourait la Laponie, sa venue dans un campement générait plutôt de la méfiance, de l'hostilité, de la soumission. Pas ici. Les yeux gris le mettaient à nu. Le garçon avait 12 ans, presque l'âge que j'avais quand je suis arrivé à Stockholm, songea-t-il. Isco fit appel à tout son faible vocabulaire. Comment t'appelles-tu? Le jeune Lapon ne regarda pas sa mère, affirmant son indépendance. Isco, à son âge, se serait tourné vers son père pour cueillir un assentiment avant de répondre à un étranger. Sakar Kiri. Il était maigre, les traits plus fins que sa mère. Celle-ci ne semblait pas plus gênée par la présence du français. Elle continua à remuer le contenu du chaudron, calme. Isco hésita, impatient, partagé, tant de questions à poser. Mais il n'y arriverait pas seul. Il fallait chercher la bête. À regarder cette femme, une idée troublante le retenait. Pour quelqu'un qui lui avait jeté un sort, elle donnait une impression paisible, ni méfiance, ni agressivité, même pas d'indifférence. Sakar Kiri, le jeune garçon répétait, comme pour obliger Isco à s'intéresser à lui et non à sa mère. Isco devait agir. Il commença à lui parler en suédois. Le garçon ne comprendrait pas, mais cela lui montrerait qu'Isco le considérait. J'avais ton âge quand je suis parti pour la première fois à la chasse à la baleine avec mon père. Le garçon hocha la tête, ses yeux gris posés sur Isco. Une baleine? Je ne sais pas ce que c'est. Un père non plus. Isco ne put masquer sa surprise. Il a appris avec moi, dit la mère en suédois. Où avez-vous appris le suédois? Elle arrêta de remuer le contenu du chaudron. Qu'est-ce que vous voulez avec votre eau-de-vie? Je veux savoir si vous m'avez jeté un sort. Isco ne put s'empêcher de fermer les yeux. L'heure de vérité. Était-ce maintenant que la malédiction se réaliserait? Tous les jours, depuis le Vasa, Isco avait prié pour neutraliser le sort. Il ne savait pas s'il avait réussi ou non, ne pouvait s'empêcher de penser que les morts qui jalonnaient sa route en résultaient. À vous? Un sort? Quand? Elle demandait quand? Ça voulait dire qu'elle en était capable. Inconscient que je suis, elle va te réduire en cendres. Isco rouvrait les yeux, déglutit. Vous étiez à Stockholm, le jour où vous avez donné naissance à Sakar. Les yeux de la femme se rétrécirent. Qui êtes-vous? Un ami, s'empressa de dire Isco. C'est quoi, un ami? Demanda Sakar. Le jeune Lapon attendait sa réponse. Tu ne dois dire à personne que tu m'as vu ici, coupa la femme. À aucun Suédois, surtout pas au pasteur. Et maintenant il faut que tu partes. Non. Isco n'avait pas retenu son cri. La mère et le fils le regardèrent avec la même expression étonnée. Non, reprit-il avec une voix calme. Vous devez me croire. Le jour où vous avez accouché, j'étais là. C'est moi qui ai réveillé Sakar était dans mes bras. Vous me l'avez enlevé et vous êtes parti en courant. De nouveau, cette même expression. Cette fois, il le dévisageait. D'un geste qu'Isco comprit trop tard, elle se saisit de la longue cuillère dans le chaudron et en asséna un coup violent à la tête d'Isco. La douleur le fit crier, il le brandit de nouveau,
Mais Isco, malgré le sang qui coulait le long de son œil, parvint à s'en emparer. Il lui attrapa le bras et la colla au sol. Isco reconnut alors ce même visage sauvage, la bouche déformée, les yeux révulsés. Vous vouliez le voler, comme vous aviez déjà volé mon mari, peste de Suédois. Vous n'aurez pas nos enfants. Voler le bébé? Il relâcha un peu la pression sur le bras de la femme. Sa carre s'était reculée dans le fond de la tente. Il observait la scène, regard calme, un couteau en main, prêt à l'égorger comme un renne s'il le fallait. Je ne voulais pas voler votre bébé. Vous étiez évanoui, et il a glissé dans l'eau du lac. Il allait se noyer quand je l'ai attrapé. Je vous ai jeté de l'eau sur le visage pour vous réveiller. C'est tout. Je vous jure sur le Christ bien-aimé et sur la Vierge Marie, sa Sainte Mère. Sous lui, la résistance disparut. Le visage de Darja reprit forme humaine. Qu'est-ce que vous avez dit? Que je ne voulais pas voler votre bébé. Je l'ai sauvé de la noyade. Qu'est-ce que vous venez de dire juste avant? Répétez-le, vous avez juré. Oui, je sais, vous ne croyez pas en Dieu, mais sur la Vierge Marie. Oui, la Vierge Marie. Elle est la mère de Jésus-Christ, notre Seigneur. Comme vous, vous êtes la mère de Saccard. Isco s'en voulut d'une telle comparaison. Mais Darja se redressa, et son comportement n'avait plus rien d'agressif. Elle fit signe à Saccard de s'approcher. Elle lui prit délicatement le couteau de la main et le posa de côté. Elle serra son fils longuement, et Isco fut pris d'une immense nostalgie en songeant à Alaïa, dont il n'avait plus senti la chaleur depuis si longtemps. Je sais qui elle est. Vous savez? Mais votre croyance, vos idoles, la magie, comment pouvez-vous savoir, ici, dans ce monde, où Dieu n'a pas... Je sais qui elle est. Isco l'observa, visage calme, déterminé, serein, bien loin de la sauvage de son souvenir. Il découvrait un nouveau personnage. Comment est-ce possible? Je sais bien que les pasteurs suédois voudraient vous apprendre la Bible, mais ils ne rencontrent guère de succès. Je sais qui elle est. Butée aussi. Elle ne voulait pas en dire plus, et pour quelle raison? Pour la première fois, Isco prit le temps de l'observer. Ses traits étaient bien plus sûrs. Ses traits étaient bien sûr ceux typiques d'une Lapone. S'il n'avait pas pu le savoir lors de leur première rencontre, cela ne faisait plus de doute. Elle devait avoir autour d'une trentaine d'années, très marquée, des rides autour du nez qui creusaient le bas de son visage et lui donnaient un air triste en toutes circonstances. Ses petits yeux foncés étaient légèrement écartés, mais cette douceur qui en émanait n'enlevait rien à la détermination que l'on devinait. Son nez droit et fin surmontait des lèvres minces, autant de délicatesse qui contrastait avec la largeur de son visage rond. Elle portait un bonnet de drap grossier, bleu nuit, aussi haut que sa tête, dont le bord sur le front était brodé de couleurs vives et de motifs géométriques. Quelques mèches de cheveux foncés dépassaient dans sa nuque. Un châle bleu clair autour du cou éclairait son visage bruni. Elle n'était pas jolie, mais une fois apaisée, son visage vieilli exprimait une certaine grâce. Peut-être Isco la voyait-il ainsi maintenant, car il se sentait soulagé de ne pas avoir été victime d'un sort de sa part. Mais pour la première fois depuis longtemps, un sentiment de paix l'étreignit. Il ferma un instant les yeux pour laisser la chaleur du foyer l'envelopper. Il rouvrit les yeux quand il sentit Saccard s'asseoir contre lui et avec un chiffon mouillé, essuyer sa blessure. La femme les regardait. « Darja, je sais que votre mari a été tué. » La femme resta silencieuse. « Pourquoi a-t-il été tué? »
Lorsque vous êtes parti en courant avec sa carre dans vos bras, un homme est arrivé à la nage, il a crié après vous. Connaissez-vous cet homme? Le lendemain, un pasteur suédois m'a parlé d'une femme jeteuse de sorts. C'était vous sans doute. Il paraissait vouloir vous trouver. Darja réagit à l'évocation du pasteur. Elle en avait peur, mais elle restait bouche close. La frustration reprenait le dessus, alors qu'il avait cru gagner la confiance de la femme. Parlez-moi d'Isaac. Que faisait-il à Stockholm? Que faisiez-vous à Stockholm? Darja secoua la tête. J'ai rencontré un chaman qui pourra me dire ce qui est arrivé, mais il a besoin d'un objet lui ayant appartenu. Elle le fixa longuement. Bizarrement, cela ne gêna pas Isco. Sans un mot, elle se tourna et fouilla dans ses maigres affaires derrière elle. Elle tira un sac brodé, desserra la cordelette et en sortit une ceinture de cuir roulée sur elle-même, dont la partie du milieu était décorée de bandes de tissu bleu et vert, avec des broderies sur les bords. Sur le tissu, une série de parements en argent, selon toute vraisemblance, était accrochés côte à côte tout le long de la ceinture. Elle la garda un moment dans sa main, arracha un des parements avec le couteau, puis le tendit à Isco. Ces ceintures exprimaient la richesse de leur propriétaire. L'homme pour qui nous travaillons et qui nous laisse habiter chez lui va venir. Vous devez partir. Isco détailla l'ornement d'un gros pouce de diamètre. Un anneau contenait 3 barres verticales reliées entre elles, comme des colonnes, ou comme les 2 battants d'une porte surmontée de 2 trous. Presque des yeux, au-dessus des trous encore, on voyait des feuilles ou des oiseaux peut-être, des oiseaux qui veillent. Un tout petit anneau entre les 2 trous pendait au milieu du parement. Comment devait-on décrypter ce bijou? Fallait-il seulement l'interpréter? Darja avait dû arracher la ceinture en s'accrochant à son mari avant que la catastrophe ne les sépare. Il l'interrogea du regard. C'est tout ce qui me reste d'Isaac. Ne le montrez qu'au Noaïdi, à personne d'autre. Je sais que vous me retrouverez et que vous me le rendrez.